nous avons le plaisir de vous présenter un acteur politique avec lequel nous allons partager dans ce magazine d'entretien sur des questions d'actualité, mais également sur lui-même, ce qu'il fait. Et par ricochet, on va revenir sur des questions qui concernent la tenue des élections en République démocratique du Congo. On parle du 23 décembre 2018. On va essentiellement évoquer la question sur la machine à voter, la probable candidature du chef de l'État. Eh bien, le contour de toutes ces questions, ce sera bien entendu le gros de ce magazine qui a le plaisir de recevoir un acteur politique, comme je le disais, Monsieur Junior Kibawa. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur José. Alors, on va tout de suite débuter ce magazine par faire découvrir les téléspectateurs qui vous êtes exactement. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Moi, je me nomme Junior Kibawa. Je suis le président de la Ligue des jeunes du parti politique Les Fédéralistes dans le Haut-Katanga. Comme vous le savez, c'est un parti qui est né de l'UNAFEC, l'ancien UNAFEC. L'UNAFEC, majorité présidentielle. Majorité présidentielle. Compte tenu de tout ce qu'il y a eu avec le président de la CENSA, qui a jugé mieux à ce que nous puissions créer un autre parti. Et c'est ainsi que les autorités du parti, les présidents, Maître Roger Losala, ainsi que tous ceux qui sont dans le comité national, ont suggéré de créer le parti qui est dénommé les fédéralistes. Voilà. Donc moi j'occupe les fonctions de président de la jeunesse en province. Alors, à ce titre, vous avez une responsabilité par rapport à l'encadrement de la jeunesse de votre parti, puisque quand on parle jeunesse dans l'ancien temps, de l'UNAFEC, on voit une certaine brutalité en quelque sorte. Aujourd'hui, vous avez ces fonctions de gérer la jeunesse. Alors, quels sont les défis majeurs? Parce que c'est par là qu'on commence, les défis majeurs que vous avez en tant que responsable de la jeunesse du Parti Les Fédéralistes. Merci beaucoup, Monsieur José. Je pense que dans toute jeunesse, lorsqu'on parle de la jeunesse, on voit la chaleur. Voilà. Donc, j'ai été président de la jeunesse à l'UNAFEC. Donc, c'est pas du nouveau, quoi. Donc, je suis déjà habitué à gérer cette masse des jeunes. Ce qui est vrai, tous les jeunes sont toujours comme ça. Il y a la chaleur, il y a des soucis. Il faut savoir comment gérer les tempéraments et autres. Donc, ça ne manque jamais. Ça ne manque jamais cette agressivité ou quoi que ce soit. Ça ne manque jamais. C'est en tant que jeune, quand les jeunes, partout il y a les jeunes, il y a l'ambiance et il y a cette chaleur-là. Donc, c'est tout à fait normal. Alors, aujourd'hui, Junior Kibawa, on vous découvre en politique. Certains vous connaissent pas seulement politicien, mais aussi enseignant au niveau des différentes universités. Quelles sont comment on dit, les motivations profondes qui vous ont poussé aujourd'hui à embrasser la carrière politique? Bon, moi, je crois que embrasser la carrière politique, c'est inné. Hein, c'est venu naturellement. Je suis né avec. Et je suis né dans une famille politique. Tous ceux qui me connaissent sur la ville de Lubumbashi ainsi qu'ailleurs. À partir du niveau d'abord de Kibawa, c'est déjà... oui, voilà. Donc je suis né dans cette lignée politique-là. Donc c'est pas du nouveau pour moi. Je suis grandi comme ça. Voilà. Donc par rapport à la carrière de l'enseignant, j'encadre les jeunes. C'est d'ailleurs ce qui me permet à vraiment tenir coup par rapport à tout ce monde-là qu'on encadre. Alors, on va vous découvrir d'une manière brève. On aborde le registre purement politique. Alors, les enjeux, vous en avez également les ambitions en tant que fédéraliste, puisque le parti existe pour la conquête du pouvoir. Est-ce que le fédéraliste, votre parti politique, est plus que déterminé pour les élections du 23 décembre? En tout cas, toutes les machines sont mises en marche pour que nous puissions gagner ces élections qui se pointent à l'horizon d'ici le 23 décembre. Déjà, les dépôts des candidatures tels que annoncés par la CENI, ça va se tenir dans les jours qui viennent, à partir du 24 juin de ce mois en cours. Donc, les fédéralistes sont vraiment préparés à ce que nous, pour gagner les élections à tous les niveaux, que ce soit au niveau national, provincial, municipal, urbain. En tout cas, nous affûtons les armes pour que nous puissions remporter haut la main cette victoire aux élections qui pointent à l'horizon. Pourtant, l'opposition, ceux qui sont en face de vous ne voient pas la volonté du pouvoir d'organiser les élections à la date prévue, une forme de diversion selon certains opposants. Bon, c'est pas du nouveau, c'est déjà entendu. Lorsque vous entrez dans l'histoire,
l'opposition a toujours été pessimiste par rapport à tout ce que la majorité est en train d'organiser ou par rapport à ce que les institutions sont en train de faire. C'est tout à fait normal. Ici, en RDC, les gens pensent que être opposant, c'est nier tout. Et pourtant, chaque période où la CENI compte organiser les élections se tiennent normalement, quelles que soient certaines périodes où ça peut barder de gauche à droite. Et sinon, dans l'ensemble, tout ce qui est programmé par la CENI est toujours respecté. À titre exemplatif, c'est comme l'enrôlement qui s'est passé dernièrement, ça a été prévu par la CENI. Et la CENI a finalement abouti à un fichier électoral. Et même les soi-disant opposants que vous êtes en train de parler, ils ont des cartes d'électeurs. Effectivement, ils ont des cartes, mais ils voient cela en forme de diversion. 2007, les élections devaient se tenir, elles n'ont pas été organisées. 2017, la même chose, et ne voient pas la volonté au sein de la majorité. Je ne sais pas quelles élections n'ont pas été, parce qu'en 2016, il y a eu aussi d'autres élections. Il y a eu des élections en 2016. Il y a eu des élections des gouverneurs et autres. Voilà. C'est tout à fait normal. Par rapport aux élections présidentielles, évidemment. Par rapport aux élections présidentielles, c'est qu'il y a eu des contraintes que nous ne pouvons pas relever encore parce que ça a été relevé plusieurs fois. Donc ce sont des contraintes qui sont normales et tous les opposants le savent. Ils ont été là, nous étions en dialogue. Et on s'est convenu que les élections vont se tenir à telle date et telle date. Donc, si aujourd'hui la CENI a lancé son calendrier, le 17, pardon, c'était le 5 novembre de l'année passée, voilà, 2017. Et par rapport à ce calendrier-là, ils ont prévu à ce que les élections présidentielles nationales, législatives ainsi que provinciales se tiennent le 23 décembre de cette année. Donc nous, du côté de la majorité, nous sommes préparés, on est en train de se préparer pour que nous puissions rafler et remporter haut la main la victoire aux élections qui se pointent à l'horizon. Voilà, puisqu'on parle des élections, on aborde l'aspect qui concerne des contraintes. Les contraintes que les opposants sont en train de présenter. La première contrainte, c'est par rapport à la machine à voter. Les élections, oui, mais pas avec la machine à voter. Moi, je crois que quelque part, nos amis de l'opposition doivent avoir honte lorsque vous êtes en train de dire que nous allons aller aux élections sans la machine à voter. Le monde est en train d'évoluer. Le système électoral dans le monde entier, actuellement, c'est le système électronique. Donc nous devons nous adapter par rapport à ce système électronique-là. Tous les opposants que nous avons, je ne crois pas qu'on va demander à toutes ces personnes que nous puissions rentrer dans l'ancien système. Actuellement, nous avons les téléphones. Le système manuel. Le système manuel, bien sûr, mais on ne peut plus rentrer dans ce système-là parce que nous devons nous adapter à tout ce qui se passe dans le monde entier. Donc, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit partout aux États-Unis, les élections se font actuellement avec une machine électronique. Les élections et en sont face de vous, électroniques. on considère cette machine comme étant un outil qui puisse vous permettre à vous d'étrancher. Je crois que quelque part, c'est peut-être par... ils ne maîtrisent pas bien cette technologie-là. Donc la CENI est là, elle nous a expliqué et on a trouvé que c'était plus facile. C'est comme actuellement nous utilisons le téléphone, on ne peut pas demander aux gens de rentrer encore dans l'ancien système d'utiliser les lettres, non. Donc c'est comme des tablettes, et ainsi de suite. Et donc la majorité est prête à faire le forcing parce qu'il n'y a pas de consensus. C'est pas question de majorité, mais c'est question aussi des moyens. Lorsqu'on utilise les machines électroniques ou les votes électroniques, ça demande moins de moyens que lorsqu'on veut prendre les bulletins de vote. Alors, que voulez-vous? Qu'on utilise les bulletins de vote ou qu'on utilise les bulletins de vote avec un coût élevé, un coût élevé par rapport aux élections, ou soit qu'on utilise la machine électronique. Mais c'est aussi une question de confiance. Ceux qui sont en face de vous n'ont pas confiance en cette machine qu'ils considèrent comme étant un outil déjà programmé d'avance par la majorité pour rafler plus de voix par rapport à l'opposition. Non, moi je crois que c'est une fuite en avance. Ils savent que non, ils ne vont pas gagner les élections. C'est une fuite en avance. Vous voulez de quoi? Mais par rapport à la machine, donc l'opposition n'est pas prête. Et par rapport à la machine? Par rapport à la machine, donc la machine c'est un faux fuyant. Ils savent que la machine est claire. Le président ici de ce parti, j'en sais pas, c'est l'UNC. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, ainsi que Madame Eva Zaïba, ils ont été à la CENI, même les autres opposants,
les autres opposants qu'on ne peut pas citer ici. Ils ont été à la CNI, ils ont vu, on leur a expliqué par rapport à la machine à voter, et tout a été normal. Je crois que c'est un faux fuyant. Voilà. S'ils n'ont pas des moyens, ils ne doivent que chercher des moyens pour aller aux élections. L'autre contrainte par rapport à ces élections, c'est évidemment ce fichier électoral qui, selon l'audit de l'OIF, comporte près de 16,6% de personnes enrôlées sans empreinte digitale. C'est déjà énormément de voix que l'opposition ne voit pas des traces et pense même que ce serait déjà préparé par la majorité. Bon, je crois qu'on peut relayer le message du président de la CNI qui a dit qu'il n'y a pas... Seul Dieu peut avoir un fichier qui est parfait. Donc si nous allons dans le monde entier, il n'y a pas de fichier électoral qui soit parfait dans le monde entier. D'emblée déjà, je peux vous donner un exemple banal. Par exemple, si on a enrôlé 10 personnes au courant de l'année 2017, est-ce que vous êtes sûr que ces gens-là, toutes ces 10 personnes existent jusqu'actuellement? Non. Donc, il y a des faits naturels qui font à ce que... il y a des contraintes naturelles, des faits naturels qui font à ce que qu'on ne puisse pas avoir à 100% le nombre exact, fichier électoral, le nombre exact de tout ce qu'il peut y avoir comme... Et donc l'argument qui avançait également, c'est un faux fuyant, selon vous, par l'opposition? Donc c'est un faux fuyant. Parce que l'opposition veut qu'on puisse radier toutes ces personnes qui n'ont pas d'empreinte digitale. Est-ce qu'ils sont opportun de les... Il n'y a pas seulement ces gens-là, il y a les gens qui se sont déplacés, il y a les gens qui ont émigré, il y a des gens qui se sont déplacés, donc toutes ces personnes-là n'auront pas droit au vote. Donc ce sont là des contraintes qui font, des contraintes naturelles, qui font à ce que le fichier ne soit pas correct. Donc c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, vous venez de parler juste de 16%. On est en train d'essayer un peu de réduire par rapport à ce que la CNI nous a laissé entendre. Ils sont en train d'essayer de réduire et avec tout ce qu'on aura, là, on peut aller aux élections. Et ça peut déjà faire un fichier acceptable par tous. Voilà. Alors, et même la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, a même appelé qu'il y ait un consensus entre les acteurs pour qu'il n'y ait pas d'élections qui puissent avantager l'un ou l'autre camp. Votre lecture après? Je crois que s'il faut chercher le parfait, on ne l'aura pas d'emblée. Parce que quand vous allez dans le monde entier, il n'y a pas des élections consensuelles. Même lors d'élections entre George Bush ou les dernières élections de Trump et Madame Hillary Clinton, il y a eu des contestations par rapport à tous ces résultats-là. Jusqu'aujourd'hui, Trump il n'est pas accepté. Voilà. Il y a des poursuites qu'on est en train de préparer dans ce sens-là pour voir s'il y a eu réellement les vraies élections. Donc là, ce sont les exemples qu'il faut suivre dans le monde. Et que dire de nous, la jeune démocratie, que nous sommes au début en train d'essayer de pratiquer cette démocratie. Alors, puisque nous sommes une jeune démocratie, pourquoi ne pas revenir au système manuel? Aujourd'hui, il faut revenir à la question de la machine à voter. Il y a même la commission électorale coréenne, même celle de l'Argentine, qui met en garde par rapport à l'utilisation de cette machine. Vous ne voyez pas que ce sont des voies ou des choses qui peuvent faire en sorte que, comme nous sommes une jeune démocratie, on peut d'abord revenir au système manuel pour continuer avec le processus. Bien sûr, on peut revenir au système manuel. C'est comme ce que j'ai dit auparavant. Il y a aussi le problème de coût. Le coût, si il faut revenir au système manuel, le coût sera énormément élevé. Et on n'ira même pas aux élections d'ici le 23 décembre. Or, nous avons besoin d'aller aux élections. Tout le monde a besoin d'aller aux élections. Et là, vous rejoignez le président de la CENI qui dit s'il faut aller aux élections en fait, au mois de décembre, ça sera avec la machine à voter. C'est la machine à voter, il y aura un report. Je crois que là, c'est l'organe technique qui nous a expliqué. On ne peut que se plier, étant donné que c'est une institution indépendante. Et si l'opposition persiste, il y a possibilité d'envisager un nouveau report? Le nouveau report, ce n'est pas à nous de décider, mais c'est à la CNI en tant qu'une institution, une organe indépendante des institutions de la République. C'est à elle de décider s'il faudrait repousser les élections ou pas. Mais du côté de la majorité, nous sommes prêts pour aller aux élections le 23 décembre. Alors, on va aborder l'autre aspect de ce magazine. Le président Kabila a fait mandat. Au sein de la majorité, plusieurs opinions sont soulevées. Notamment, on va commencer par celle de Jean-Cyrus Mirendi. Vous l'avez suivi. Il estime que le président Kabila peut se représenter. Votre lecture? Je crois que coup de chapeau d'abord au CT, Cyrus Mirendi, pour sa thèse.
Il a démontré une thèse, malheureusement je ne suis pas juriste, mais il a démontré une thèse noir sur blanc prouvant que le président de la République, Joseph Kabila, n'est pas fait mandat. Il n'a fait qu'un seul mandat par rapport à l'immutabilité constitutionnelle, dont certains éminents professeurs n'ont pas su le contredire juridiquement, mais ils se sont lancés dans des injures, donc juridiquement parlant. Donc sur le plan scientifique, la thèse de du CT Mirindi tient, et il faut vraiment aller tout droit. Le chef de l'État, s'il estime qu'il peut se représenter, il peut se représenter valablement, il n'y a pas de problème. Alors, vous voulez dire quoi? Au sein de la majorité, vous n'avez pas d'autres pions qui peuvent pérenniser justement la vision du président Kabila? Je n'ai pas dit que le chef de l'État est le candidat de la majorité à la présidentielle. Je crois que les autorités de la majorité présidentielle l'ont déjà prédit, ils l'ont déjà dit. Le moment venu, l'opinion saura qui est le candidat président de la majorité présidentielle. Donc personne n'a parlé du président Joseph Kabila. Alors, et en face de vous, on peut mais si c'est lui, tant mieux. Non, mais ce sera aller au-delà de la Constitution. La Constitution l'interdit de postuler. Non, la Constitution ne l'a pas interdit de postuler. On vient de relever la thèse de Jean-Cyrus Mirindi. Du CT Mirindi, voilà. Donc, mais ce n'est pas une parole d'évangile. C'est clair. Ce n'est pas une parole d'évangile, la thèse du CT Mirindi. Mais il faut le contredire. Mais il n'y a personne qui a su le contredire. Vous voulez dire que l'opposition n'a pas su contredire la thèse de... Mais personne n'a su le contredire. Alors, donc... Mais les gens se sont lancés dans des injures. Sur le terrain scientifique. Scientifiquement. Alors, sur le terrain scientifique, il a raison. Si nous, à la majorité, on estime que le président peut se représenter avec sa volonté, si lui s'estime qu'il peut se représenter, où est le problème? Et vous ne voyez pas que ça risque de vous créer des ennuis avec toute cette pression autour du pouvoir, notamment avec la France, l'Angola, le Rwanda et tous les autres pays voisins de la RDC? Je crois que citer ces pays-là, ça me fait rire. Parce que si vous parlez du Rwanda, de l'Angola, vous parlez du Burundi, vous parlez de Congo-Brazzaville, la France, donc ils n'ont aucune expérience à nous donner à nous. Donc ils n'ont pas d'exemple en matière de démocratie. Donc nous sommes là et il n'y aura rien et nous allons aller aux élections sans problème. Et donc sans influence de la France, puisque la France a même dit lors de la dernière rencontre avec Joao Lorenzo qu'elle viendrait en appui aux initiatives de la sous-région par rapport à la situation politique en RDC. C'est tout à fait normal, chaque pays a ses positions. La France peut avoir une position à elle, c'est pas une première. Donc nous on est là, on travaille, et la RDC c'est un pays souverain, et la RDC va vraiment financer seule ces élections, c'est ce que on a suivi tous. Donc la France, parler de la France, Et cette volonté de pouvoir financer seules les élections, n'est-ce pas une manière d'écarter les partenaires privilégiés? Mais en 2011, on a financé seules les élections. Notamment l'Union européenne. En 2011, nous avions financé seules les élections. Où étaient ces gens-là? Toute cette communauté internationale avait promis les moyens. Et ce rapprochement avec la Russie, en définitif, ça ne fait pas peur. En définitif, voilà. Donc, ça fait peur peut-être aux autres Européens. Donc, le rapprochement avec la Russie n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, ça a commencé depuis très longtemps. Là, c'est une autre matière, si nous voulons entrer en détail. Donc, ce qui est vrai est que nous avons financé sur les élections et les élections seront financées. Et les partenaires privilégiés, pourquoi ne pas tendre la main pour qu'il y ait des élections beaucoup plus crédibles? On a tendu la main en 2011. Ces partenaires-là n'ont rien donné. Non, ils ont promis. Ils croyaient qu'il y aura un chaos, on n'aura pas d'élection. On a financé les élections seuls. Alors, ils peuvent nous aider dans d'autres domaines, il n'y a pas de problème. Et pas dans le secteur électoral. Pas dans le secteur électoral. Nous devons y aller seuls. Voilà. Alors, M. Gédor, on est en train de chuter. Je voudrais revenir par rapport à votre parti et vous-même. Alors, s'il y avait une question que je devais vous poser par rapport à votre parti, par rapport à vos ambitions, par rapport à vous-même, quelle serait la question, évidemment, mais que je n'ai pas posée, mais que vous voudriez que je puisse vous poser? Par rapport au parti. Voilà. Au parti, vous-même, et même sur le plan électoral, une question que je ne vais pas poser, mais que vous voudriez que je puisse poser pour que vous puissiez vous adresser à ces spectateurs. Je me remets à vous en tant que journaliste. Moi, je suis prêt à toutes les questions en ce qui concerne le parti. Et par rapport à vos ambitions? Il n'y a pas de tabou. Les ambitions sont des ambitions politiques d'un politicien normal. Donc, ce sont des ambitions
qu'on va dévoiler à la prochaine. Voilà. Alors, quel est le message que vous avez à tous les membres, les militants de votre parti, et particulièrement la jeunesse que vous encadrez au sein du parti politique, le fédéraliste? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que tous les militants fédéralistes, je commence avec tous les militants, et tous les combattants et combattantes du parti les fédéralistes, ils doivent se préparer, comme on l'a dit dans plusieurs réunions. Nous nous préparons vers les élections. Nous devons nous fixer notre objectif tout droit vers les élections qui pointent à l'horizon. Donc, nous sommes en train d'affûter nos armes pour que nous puissions aller aux élections. Et par rapport à la jeunesse, je demanderai à la jeunesse, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, d'être calme, de suivre le mouvement des autorités du parti et d'être aux aguets par rapport aux élections qui pointent à l'horizon. Voilà, Monsieur Junior, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, Madame, Monsieur Sénazine, ça se refaire. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Nous recevions Monsieur Junior Kibawa, où nous avons avec lui décrypté les questions d'actualité. L'on se retrouve la prochaine fois avec le même réel plaisir de vous servir. Au revoir. Merci.